Merci pour l'invitation à présenter une partie de travaux en cours de réalisation. Donc, ce n'est pas des résultats que je vais vous proposer, c'est vraiment une réflexion qui est en cours. Pour préciser, effectivement, je suis philosophe des sciences. Je travaille au sein de l'Université de Bordeaux-Montaigne dans une équipe qui est à cheval sur les deux universités de Bordeaux, l'Université de Bordeaux et l'Université de Bordeaux-Montaigne. Et mon domaine vraiment de spécialité, c'est la philosophie des neurosciences, et je collabore de plus en plus avec des neuroscientifiques au sein des différents laboratoires bordelais. Donc, s'interroger sur le transhumanisme aujourd'hui, ça semble être une évidence, surtout quand on considère la profusion éditoriale que ça suscite. Les têtes de gondole de toutes les librairies sont absolument croulent sous des textes, des ouvrages, et je ne parle même pas des magazines mensuels, ceux qui vont vers qui vont faire par exemple de la vulgarisation scientifique, ou plus généralement les hebdomadaires. J'ai pas pris les premières pages ici, mais on constate tous, et je pense que vous l'avez aussi constaté, une inflation du discours transhumaniste qu'on va retrouver absolument dans toutes les sphères de la société, et notamment médiatique. C'est cette saturation de l'espace éditorial, médiatique. Elle se sent aussi dans la production culturelle, dans l'industrie culturelle, notamment cinématographique américaine, mais aussi dans la production de médiation scientifique. Si vous avez déjà regardé sur Internet des conférences TED Talks, par exemple, des TEDx, toutes les thématiques quasiment des TED Talks sont, d'une manière ou d'une autre, connectées à des enjeux transhumanistes. Et plus précisément encore, si on revient maintenant sur le contexte français ou européen, quand on regarde l'orientation du financement de la recherche, on se rend compte qu'on est, dès qu'on est dans des domaines de sciences appliquées ou de sciences avec un potentiel transfert vers le monde de l'économie, on est tous soumis à cette, peut-être pas une injonction, mais en tout cas un encouragement à aller vers le développement de start-up, de biotech, de tech de la vie. Alors life tech, maintenant ça s'appelle comme ça, où on essaie d'intégrer en fait de la technologie à des comportements traditionnels chez tout un chacun. Bref, on a un caractère que j'appellerais ubiquitaire du discours transhumaniste. Il est partout, on le retrouve au coin de la rue à peu près n'importe quand. Sauf que ce concept de transhumanisme, c'est un concept assez flou et il n'est pas toujours simple de déterminer exactement ce qu'on range derrière. À la fois des grands espoirs, on va soigner toutes les maladies, on va vous permettre de vivre jusqu'à 1000 ans, hein, c'est des prédictions qui sont faites par certains transhumanistes, voire on va carrément abolir la mort, hein, en proposant par exemple la fusion entre une machine et un humain. On va transférer votre conscience, votre esprit, votre personnalité dans une machine, et ce qui vous permettra de survivre à la mort de votre corps. Bien entendu, parmi les différents aspects du scénario, il y a des choses qui sont beaucoup plus évidentes, c'est limiter la pénibilité par exemple de certaines tâches laborieuses. Tout à l'heure, en introduction, les exosquelettes ont été évoqués. Ils sont évoqués dans deux contextes. Le contexte, bien entendu, thérapeutique, hein, pour des paraplégiques à qui on va permettre éventuellement de retrouver une fonctionnalité, mais également dans le contexte industriel, où un exosquelette peut permettre à un travailleur, finalement, de prendre en charge des charges de travail plus lourdes, plus longues, plus pénibles, sans les effets sur son corps. Pour autant, ce discours qui est plein de promesses est aussi accompagné par un discours de peur, ou en tout cas, sinon de peur, de réserve, quant aux conditions que le déploiement social de ces technologies transhumanistes et de cette philosophie transhumaniste, puisqu'on peut sans doute l'appeler comme ça, fait courir à nos relations interpersonnelles, à nos structures sociales, à nos structures politiques, et éventuellement aux ambitions politiques qu'on peut avoir. Donc, ce caractère emphatique, hyperbolique des prophéties transhumanistes clive en fait les positions en des camps bien distincts dans lesquels l'assignation à résidence intellectuelle est facile à mener. On a des humanistes versus des transhumanistes. On a des transhumanistes versus des bioconservateurs, c'est le terme qui est généralement utilisé pour critiquer ceux qui sont contre le transhumanisme. Si vous n'êtes pas pour le transhumanisme, vous êtes bioconservateur, vous voulez conserver l'état
votre vie ou de la vie humaine telle qu'elle est. Et donc, avant de commencer, je veux juste vous décrire 3 garde-fous que je m'impose à moi dans la manière dont je parle du transhumanisme. Dans un premier temps, je vais autant que possible essayer d'éviter la dichotomie axiologique entre pro et contra. C'est bien, c'est mal, c'est fantastique, c'est nul, c'est dangereux, c'est utile. On va essayer de mettre ça de côté pour essayer de poser le débat un petit peu différemment. On va également essayer d'éviter l'hyperbole technolâtre, technophobe. Parce que ça simplifie trop les débats, ou en tout cas ça pose les débats dans un cadre qui nous empêche fondamentalement d'y réfléchir. Et enfin, du fait de ma formation et de ce que je fais professionnellement, la philosophie des sciences, je suis plus attentif à des enjeux épistémologiques, parfois métaphysiques, qui concernent la réalité même des objets qui sont décrits par les sciences, donc épistémologiques sur les conditions de production des savoirs scientifiques, et un peu moins aux enjeux moraux, éthiques, etc. C'est-à-dire que je juge que les questions épistémologiques sont premières, dans l'ordre des raisons, pour paraphraser Descartes, avant qu'on s'interroge sur les enjeux éthiques. Parce que finalement, s'interroger sur les enjeux éthiques sans savoir si, 1, ces promesses peuvent être remplies, et 2, si les savoirs sur lesquels elles prétendent s'appuyer sont des savoirs légitimes, c'est sans doute aller trop vite en besogne. Donc je préfère d'abord m'intéresser à ça. Donc le problème que je me propose de traiter, c'est celui finalement de l'originalité du transhumanisme. Est-ce que c'est vraiment si original que ça? Est-ce que c'est vraiment si nouveau? Est-ce qu'on n'est pas déjà transhumaniste sans le savoir, au sens où on serait déjà augmenté, on serait déjà modifié? Et si c'est le cas, si le transhumanisme n'est pas si original, qu'est-ce que cela implique sur notre rapport à cet univers de discours, cet univers philosophique qui nous est en permanence rappelé? Alors, mon propos va s'organiser de la manière suivante. J'ai essayé de caractériser le projet transhumaniste, transhumante. Ça, c'est le correcteur orthographique qui a encore fait des siennes. Le projet de la science moderne et sa mise en scène. On va essayer de montrer comment il y a une généalogie du transhumanisme qui trouve des ancrages très anciens. Et enfin, on va se demander ce qu'il y a vraiment de nouveau dans tout ça. Alors, si on cherche à caractériser le projet du transhumanisme, on va très vite tomber sur des définitions qui sont des définitions entre guillemets officielles, celles qui ont été élaborées par les pères fondateurs de ce courant. Et la première occurrence, on la trouve chez Julian Huxley. Donc Julian Huxley, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le frère de Aldous, l'auteur du Meilleur des mondes. C'est le fondateur du WWF. C'est aussi un des promoteurs principaux aux États-Unis de l'eugénisme dans l'entre-deux-guerres et au début de l'après-guerre. Et c'est un biologiste. Et donc il écrit cette définition dans cet ouvrage qui s'appelle donc, De nouvelles bouteilles pour des vieux vins, pour des nouveaux vins, pardon, New Bottles for New Wines. En 1957, il écrit donc l'espèce humaine peut, si elle le souhaite, se transcender elle-même, non seulement sporadiquement, un individu ici d'une certaine manière, un individu là d'une autre manière, mais dans sa totalité en tant qu'humanité. Nous avons besoin d'un nom pour cette nouvelle croyance, peut-être le transhumanisme servira-t-il, l'homme restant homme, mais se transcendant lui-même, en réalisant de nouvelles possibilités et pour sa nature humaine. Je crois au transhumanisme. Une fois qu'il y aura assez de gens qui pourront vraiment dire cela, l'espèce humaine sera au seuil d'une nouvelle forme d'existence, aussi différente de la nôtre que la nôtre de celle de l'homme de Pékin. Elle accomplira enfin consciemment son véritable destin. Donc l'idée, c'est vraiment, on le voit, une définition qui est déjà ancrée dans la promesse. Finalement, elle ne dit pas grand-chose, cette définition. Elle dit simplement, on va se modifier, on va s'améliorer, on va s'améliorer en tant qu'espèce, pas seulement en tant qu'individu. Ça, c'est un point très important, et ça fait écho à son eugénisme, par ailleurs. Et ça laisse ouverte, en fait, la possibilité d'une grande variété de finalités poursuivies et de modalités poursuivies. Et en fait, le transhumanisme aujourd'hui, si on essaie de le caractériser, correspond à une sorte de nébuleuse. Il n'y a pas un transhumanisme, il y a des transhumanismes, il y a des transhumanismes libertariens, il y a des transhumanistes sociaux, il y a des transhumanistes égalitaristes,
vous allez avoir un courant transhumaniste ou une nébuleuse transhumaniste qui fait appel à des mouvements très variés dans lesquels des individus particuliers, ceux qui vont être les chefs de file, vont naviguer en fait dans le temps. Alors je ne vais pas commenter l'image ici, hein, qui est due à une étudiante québécoise qui s'appelle Laurie Paredes, qui en 2014 a fait une sorte de cartographie des différentes institutions transhumanistes et des acteurs de ce transhumanisme. Et donc toutes les flèches correspondent en fait à la manière dont ces différents acteurs ont transhumé, pour le coup, d'un courant à l'autre ou d'une institution à l'autre. Ce qui est intéressant, c'est le caractère extrêmement intégré de tous ces courants, dans lesquels on va retrouver des noms qui sont désormais des têtes de file. Hein, Max More, par exemple, et Natasha Vita-More, qui était son épouse. Ray Kurzweil, qui va être le créateur de l'Université de la Singularité, mais aussi de la fondation Lifeboat, qui est désormais, qui a été recruté par Google comme le Chief Engineers and Research Project. Donc c'est pas anodin. Google a des moyens pour embaucher cette personne-là, et donc lui donne un poste clé qui est dans la prospective de l'entreprise. Peter Diamandis, qui est aussi un des cofondateurs de l'Université de la Singularité, Nick Bostrom, qui est le fondateur du Future of Humanity Institute, et enfin Eric Dexter, qui est connu pour ses travaux autour de ce qu'on appelle la convergence entre nano, bio et sciences informatiques. Bien. Alors, essayons de préciser malgré tout, et comme je n'aurai pas le temps de rentrer dans le détail de ce schéma, je vais essayer de prendre une sorte de vue d'ensemble plus loin du transhumanisme. On peut considérer que cette définition capture le cadre général. Le transhumanisme est une classe de philosophie de la vie qui cherche à poursuivre et à accélérer l'évolution de la vie intelligente au-delà de sa forme et de ses limites humaines actuelles, au moyen de la science et de la technologie, guidée par des principes et des valeurs qui promeuvent la vie. Bon. Donc, 2 points me semblent importants ici, 2 composantes dans cette définition. Une première qui est la possibilité et la souhaitabilité d'une amélioration de la condition humaine. Alors, la condition humaine, ici, conçue comme condition biologique. On ne parle pas d'une condition humaine au sens d'une condition sociale, institutionnelle, des échanges interindividuels, etc. Ça, c'est second. C'est-à-dire l'idée, on est quand même dans un principe d'individualisme méthodologique. Hein. La société, c'est juste un agrégat d'individus. Donc, si on améliore chacun des individus par une amélioration de l'espèce, inévitablement, l'effet induit, ce sera une amélioration de la structure sociale. Donc, amélioration de la condition humaine biologique grâce à l'application de la raison par le développement de la généralisation de techniques qui vont permettre d'éliminer le vieillissement, augmenter les capacités physiques et psychologiques et intellectuelles humaines. Donc, tous ces enjeux-là sont réellement centraux dans le transhumanisme, et quelle que soit la version identifiée dans ce schéma du transhumanisme que l'on considère. La deuxième composante du transhumanisme en général, c'est celle-ci, c'est l'idée qu'on insiste sur le fait que c'est un programme de recherche. Donc c'est quelque chose qui est en cours de réalisation, qui n'est pas achevé, qui ne sera peut-être pas achevé, mais c'est un programme de recherche. Et c'est un programme de recherche qui implique 2 choses. Un, de faire un travail bien sûr sur les techniques, puisque ce sont les techniques qui vont être opérationnelles pour permettre ce changement, cette amélioration de l'espèce, mais également un programme de recherche qui concerne la réflexion sur les limites et les potentiels dangers de ces techniques. Autrement dit, le transhumanisme n'est pas, comme ça peut l'être présenté par certains opposés au transhumanisme, seulement une sorte de scientisme fou dépourvu de conscience qui pose comme un principe qu'il faut que le programme de recherche transhumaniste s'accompagne d'une réflexion éthique, d'une réflexion sur les technologies qui sont engagées, et donc cette étude des enjeux éthiques doit faire partie du cadre général. Alors, je vais faire une toute petite pause ici avant de passer à ma deuxième partie, juste pour résumer ça et essayer de présenter quelques éléments complémentaires. J'insiste sur 2 choses. Un, le fait que l'usage de la raison est au cœur du projet transhumaniste dans ces 2 volets. Hein, le volet techniciste ou technicisant et le volet de programme de recherche. La mise en œuvre, en gros, de cette entreprise passe par le présupposé que la nature humaine existe et qu'elle est perfectible.
Et nature humaine ici signifie nature biologique, mais on reviendra dessus. Le biologique n'est rien d'autre que tout l'humain. Deuxième point, la perfectibilité de cette nature humaine, c'est la destinée de l'humanité. Donc il y a une vision finalisée ou finaliste, destinale, de ce qu'est cette nature humaine ou de ce qu'est l'humain. Et cette perfectibilité, c'est vraiment un horizon vers lequel nous ne pouvons qu'aller. Et ce recours à la raison, il s'appuie, il se déploie plus exactement, pardon, dans une entreprise techno-scientifique, ce qui va faire la différence radicale avec l'ambition humaniste, par exemple, ou des Lumières, qui eux aussi, les Lumières comme les humanistes, mettaient la raison au cœur du projet humain, mais sous une forme différente. La raison devait servir à penser les rapports entre les individus dans un cadre social ou politique déterminé et ou à déterminer. Pour les Lumières, par exemple, si vous pensez à l'ensemble des écrits politiques de la période des Lumières, là c'est différent, c'est vraiment l'ambition du transhumanisme ne se situe pas à ce niveau-là, c'est vraiment une amélioration des individus et à travers elle de l'espèce. Ok. On va essayer de donner quelques éléments complémentaires au cours de la présentation, mais je ne veux pas trop rentrer dans les détails parce que j'ai déjà épuisé la moitié de mon temps. Donc je pourrais revenir avec vous, si vous voulez, sur les questions pour préciser ces aspects-là et entrer plus dans les détails. Je voudrais maintenant passer à ma deuxième partie, c'est-à-dire essayer d'identifier dans le projet transhumaniste ce qui le relie finalement à une tradition beaucoup plus ancienne. Alors, le projet transhumaniste, dans sa généralité, à mon avis, peut s'inscrire dans une tradition très très ancienne de spiritualité et de philosophie de la vie, dont on trouve les premières traces donc, dans l'épopée de Gilgamesh. Donc, pour mémoire, hein, c'est quelqu'un qui cherche simplement rien d'autre que la vie éternelle, et donc la source de la vie éternelle. Alors, il lui arrive tout un tas d'aventures, c'est la première trace d'un grand récit narratif des origines. Ce qui est intéressant, c'est que cette ambition de la vie éternelle n'a quasiment pas de frontières dans l'ensemble des cultures humaines. Deuxième point, on va retrouver des éléments concernant la perfectibilité et là aussi la capacité de surmonter à la fois la maladie et la mort dans des philosophies hermétiques gréco-égyptiennes. On va le retrouver dans la gnose chrétienne, on va le retrouver dans la révolution scientifique moderne, on va prendre quelques exemples en suivant, chez les Lumières, dans le positivisme conscient qui, lui, va à nouveau associer l'entreprise scientifique et positiviste à cet espoir d'une amélioration de la vie humaine. Et on va même le retrouver dans la synthèse évolutionniste chrétienne qui est due à Teilhard de Chardin au tournant du 19e et du 20e siècle. Donc il y a un enracinement en fait du projet transhumaniste dans quelque chose qui est très ancien et pas très original. Se dire qu'on va se débarrasser de la maladie, se dire qu'on va se débarrasser de la mort et qu'on va essayer d'aboutir à une amélioration de nos capacités cognitives, intellectuelles, psychologiques par des efforts, alors bien entendu, à l'aune des technologies dont on dispose, mais si vous pensez par exemple aux travaux de Raymond Lull sur la mémoire au Moyen-Âge, vous savez, le palais mental, etc., c'est rien d'autre que des technologies, la mémotechnique, pour améliorer nos capacités cognitives. Et donc, il y a une continuité ici du point de vue du projet. Ce qui va changer, c'est les outils. Il y a également quelque chose qu'il faut souligner tout de suite, c'est que le recours au mythe démiurgique dans notre culture, le golem, le Frankenstein, Gilgamesh, j'en ai parlé, l'alchimie, mais aussi des personnages mythiques. Hein, on peut penser à Prométhée, on peut penser aux figures d'Hermès, de Teut, etc. De la connaissance et de la technique qui viennent à chaque fois apporter une amélioration pour nos conditions de vie, mais qui toujours emmènent avec eux des risques qu'il faut maîtriser. C'est une sorte de tarte à la crème, de topos du discours transhumaniste. Et de ce point de vue-là encore, il n'y a pas vraiment de nouveauté. Donc je voudrais relativiser ici le caractère de nouveauté radicale qu'on peut parfois attribuer au transhumanisme.
Premier exemple que je vais prendre de ça, c'est l'Oratio de Hominis Dignitate de Pic de la Mirandole. Donc c'est un texte qui date de la fin du XVe siècle, donc on est au tout début de la Renaissance. Et Pic de la Mirandole écrit la chose suivante: si nous ne t'avons fait ni céleste ni terrestre, ni mortel ni immortel, c'est afin que, doté pour ainsi dire du pouvoir arbitral et honorifique de te modeler et de te façonner toi-même, j'insiste, de te modeler, de te façonner toi-même, tu te donnes la forme qui aurait eu ta préférence, tu pourras dégénérer en formes inférieures, qui sont bestiales, tu pourras par décision de ton esprit te régénérer en formes supérieures, qui sont divines. Donc là, bien sûr, on est dans un contexte mystique, on est dans un contexte religieux, mais néanmoins, cette idée de la capacité d'avoir, que nous aurions la capacité, et d'une certaine manière, la possibilité, voire le devoir de se modeler, de se façonner nous-mêmes, si l'on ne veut pas dégénérer en forme bestiale, et donc nous rapprocher du divin, c'est par ces outils-là. Tout le jeu de la transition néoplatonicienne et plotinienne, voire de la redécouverte du stoïcisme, finalement, tout ça, ce sont des éléments propédeutiques à la philosophie chrétienne qui ont été identifiés dans le mouvement de Pic de la Mirandole, et ce passage-là est cité par Nick Bostrom dans un de ses ouvrages. Donc les transhumanistes ont parfaitement conscience, quand ils affirment à la fois la grande nouveauté de leur projet, de se trouver dans la continuité de ce genre de discours. Bien entendu, il y a notre René national, Descartes, à qui on doit ce passage qui a fait qui a donné beaucoup de commentaires, dans le discours de la méthode, dans la 6e partie, où il nous dit, alors j'ai fait une grosse coupe parce que les périodes de Descartes sont très longues, ça ne rentrait pas dans mon cadre. Il est possible de parvenir à des connaissances qui soient fort utiles à la vie, et qu'au lieu de cette philosophie spéculative qu'on enseigne dans les écoles, on en peut trouver une pratique par laquelle nous les pourrions employer, et en même façon à tous les usages auxquels ils sont propres, et ainsi nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature. Il continue en fait ce texte, un peu plus loin, en disant que, car même l'esprit dépend si fort du tempérament et de la disposition des organes du corps, que s'il est possible de trouver quelques moyens qui rendent communément les hommes plus sages et plus habiles qu'ils n'ont été jusqu'ici, je crois que c'est dans la médecine qu'on doit le chercher. Et donc la médecine, pour Descartes, c'est vraiment l'objectif de tout son travail sur l'histoire de la méthode, c'est-à-dire de définition des conditions de découverte du vrai, parce que la médecine, c'est le moyen par lequel on peut agir sur notre nature et nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature. Et encore une fois, on va retrouver ce type de discours, sans modification quasiment, chez tous les transhumanistes, qui considèrent que la première étape de cette phase de transformation finalement de l'humain vers le post-humain, via le transhumain, bien c'est par l'adjonction de technologies qui sont d'abord des technologies biomédicales. Et quand on y réfléchit bien, effectivement, tous, presque tous ici dans cette salle, nous vivons avec des implants médicaux. Sans doute, certains d'entre vous sont-ils allés chez le dentiste. Sans doute, certains d'entre vous ont des plombages. J'espère que ce n'est pas le cas pour certains d'entre vous non plus, mais tant mieux. Certains d'entre vous ont subi des opérations chirurgicales. Certains d'entre vous portent des lunettes comme moi. Peut-être certains d'entre vous ont-ils un pacemaker. Peut-être certains d'entre vous ont-ils une pompe à insuline. Peut-être certains d'entre vous ont-ils un stimulateur cérébral profond. D'accord. Et en fait, ces premières hybridations entre la technologie biomédicale et notre corps correspondent pour les transhumanistes à l'exemple typique du fait que nous sommes déjà transhumains. Et c'est juste une question de degré. On va y revenir un petit peu plus tard. Dernier point, je passerai vite, ce Condorcet esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain. Serait-il absurde, nous dit-il, maintenant, de supposer que ce perfectionnement de l'espèce humaine doit être regardé comme susceptible d'un progrès indéfini, qu'il doit arriver à un temps où la mort ne serait plus que l'effet ou d'accidents extraordinaires, ou de la destruction de plus en plus lente des forces vitales, et qu'enfin la durée de l'intervalle moyen entre la naissance et cette destruction n'a elle-même aucun terme assignable. C'est pas l'immortalité, c'est l'indéfinitude de la vie. Continuation indéfinie de la vie.
Ce passage de l'esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain, c'est dans la partie de l'ouvrage où Condorcet traite à nouveau de la médecine. Donc la médecine est vraiment au cœur de l'enjeu. Ok, fin de ma deuxième partie. Je pense que tout le monde se rend compte ici qu'il y a une continuité, alors qu'elle soit complètement une coïncidence me paraît peu probable, et le fait que les transhumanistes citent la plupart de ces textes indique simplement qu'ils sont conscients du fait d'être dans cette continuité. Pour autant, ils ne la revendiquent pas. Ils ne cessent de dire c'est radicalement nouveau, on vous promet quelque chose d'inédit, etc. Donc c'est intéressant de voir en même temps que dans le discours savant qu'ils produisent, parce qu'ils produisent un discours savant, ils produisent des livres, ils ont des revues de plus en plus savantes avec du peer reviewing, etc. Donc la revue par les pairs, en double aveugle, etc. Ils font une production savante. Ils sont parfaitement conscients de ça, ils citent ces textes-là, ils s'inscrivent dans cette tradition-là, positiviste, rationaliste, humaniste, des Lumières, tout en la gauchissant un petit peu, hein, c'est-à-dire en remplaçant éventuellement des aspects par l'aspect technoscientifique. Mais pour autant, dans le discours vers le grand public, c'est gommé. Le discours vers le grand public, c'est la radicale nouveauté du projet. Oups. Donc, dernier point, qu'est-ce qu'il y a de neuf finalement là-dedans? Eh bien, pas grand-chose. Comme le dit le sage, rien de neuf sous le soleil, du pain et des jeux. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'au fond, cette continuité, elle est non seulement du point de vue des positions théoriques, mais elle est également du point de vue de la forme même du paradoxe que prend le propos. Alors ici, je cite un paradoxe, le paradoxe sorite, qui est un paradoxe connu depuis l'Antiquité, que vous connaissez peut-être sous la forme du paradoxe du chauve ou le paradoxe du tas de sable, ou du tas de riz. Hein, ok, si j'ai un grain de riz, j'ai un grain de riz. Si j'ai deux grains de riz, j'ai deux grains de riz. Et à partir de combien de grains de riz, j'ai un tas de riz? Ou combien de grains de riz il faut que j'enlève un tas de riz pour que ça ne soit plus un tas de riz, mais des grains de riz? À partir de combien de cheveux sur la tête je cesse d'être chauve? Ou à partir de l'absence de combien de cheveux je commence à être chauve? Et en fait, on voit bien que la question que j'ai abordée tout à l'heure sous la forme de combien de modifications, de transplantations, d'implants sont dans votre corps, est un exemple typique de paradoxe sorique. Parce qu'en fait, ce qu'on cherche à faire ici, c'est considérer que une essence fixe, alors là on fait de la philo hardcore, une essence fixe, c'est-à-dire l'ensemble des déterminations qui nous définissent comme humains, pourrait être affectée par une modification graduelle de certaines de ses propriétés, de certaines de ses déterminations. Si je suis humain et que cette humanité est définie par une essence fixe, qui me permettrait de faire radicalement la différence, par exemple, entre un humain et un non-humain. Mais donc aussi un humain et un trans ou un post-humain. Si cette essence elle est fixe dans les deux sens. Vers le bas, notamment vers le règne animal, le reste du règne animal, et vers le haut, vers le trans, post, cyborg, ce que vous voulez. Et donc là, il s'agit de dire, cette transformation, elle est graduelle. Elle est graduelle, mais si elle est graduelle, ça veut dire que je n'ai pas d'essence fixe. Et donc il y a un gros problème à vouloir dire qu'il y a une nature humaine qui serait simplement définie graduellement. Donc il y a un problème de raisonnement au fond de l'affaire sur à la fois affirmer une nature humaine d'un côté, et de l'autre affirmer le développement graduel de cette nature humaine, ou la définition graduelle de cette nature humaine. J'y reviendrai un petit peu plus tard ou dans la discussion si vous le souhaitez. Il me reste 2 minutes, je vais aller très vite. Ok. Je pense que tout le monde est à peu près accoutumé à ce genre de schéma, où on dit, voilà, vous êtes des humains, cet humain, c'est un organisme qui est composé d'un ensemble de systèmes. Alors là, on a le système circulatoire. Ces systèmes, ces organes, est composé d'organes. Ces organes sont eux-mêmes composés de tissus, qui sont eux-mêmes formés de cellules, qui sont elles-mêmes formées de molécules, qui sont elles-mêmes formées d'atomes.
Et ces atomes, c'est des particules fondamentales de la physique fondamentale, des quarks, des bosons. Et donc finalement, on opère ici rien d'autre qu'une réduction ontologique. Alors, ontologique, ça veut dire quoi? L'ontologie, c'est l'ensemble des choses qui existent. Donc ici, on réduit l'être humain à l'ensemble des parties qu'il constitue. Et les parties les plus fondamentales, puisqu'au fond, c'est celles qui sont les plus existantes. Et à cette réduction ontologique, on ajoute une réduction scientifique. Une réduction qu'on appellera aussi épistémologique. Le fait bien connu, par exemple, la chimie, ça n'est rien d'autre que des phénomènes physiques, mais qui sont étudiés à un autre niveau. On sait faire maintenant la réduction de la chimie à la physique depuis la mise au point de la physique quantique. Mais également, la biochimie se réduit à la chimie, donc à la physique. Ça, on ne sait pas bien le faire, mais on va y arriver. Et puis la biologie se réduit à la biochimie, donc à la physique. Et ainsi de suite, de proche en proche. La neurobiologie, la psychologie, la cognition. Et puis vous pouvez remonter l'arbre jusque à l'histoire, à la sociologie, à la politique, etc. Donc cette idée qu'il y aurait une réduction des théories scientifiques les unes aux autres vers la plus fondamentale que serait la physique fondamentale, est de plus en plus, très souvent solidaire de cette idée d'une réduction ontologique. Donc on passe d'une réduction ontologique à laquelle on peut être assez facilement amené à croire, tout simplement parce que, à part quelques exceptions, mais on pourra en reparler, je ne suis pas convaincu que beaucoup d'entre nous croient vraiment qu'il y ait une âme qui soit de nature différente du corps, comme Descartes pensait qu'il y avait une res extensa d'un côté, une chose étendue, et une res cogitans de l'autre, qui ne serait pas étendue, qui ne serait pas matérielle, qui serait une sorte d'éther bizarre, mais qui serait vraiment le siège de notre pensée. Donc la plupart d'entre nous, nous souscrivons assez facilement à un matérialisme physicaliste, mais pour autant, on a aussi tous beaucoup tendance à résister à cette idée. L'idée que mes sentiments soient réductibles simplement à des problématiques de champ, de probabilité de charge électromagnétique de particules fondamentales, c'est pas simple à admettre. Enfin, en tout cas, on n'est pas tous prêts à sauter le pas immédiatement. Bien. Donc, dans ce cadre-là, qu'est-ce que ça veut dire? Si on prend ce cadre-là et qu'on le retranscrit sur le cas du transhumanisme. Si vous prenez l'espoir transhumaniste de télécharger, donc le mind uploading, de télécharger l'esprit dans une machine. C'est très étrange quand même de penser ça. Parce que tous se présentent comme des physiciens, des scientifiques qui souscrivent justement à ce matérialisme physicaliste. Il n'y a plus de différence corps-esprit. L'esprit, c'est simplement une propriété ou une manifestation de certains types de propriétés du corps. Donc comment continuer à distinguer l'esprit qu'on pourrait télécharger dans un corps externe, totalement artificiel? Ici, cet exemple typique nous fait revenir en arrière du matérialisme ou du monisme matérialiste vers une forme de dualisme à la Descartes, où nous serions comme un pilote, nous serions notre âme, notre esprit serait dans notre corps comme un pilote en son avis. Ce que déjà Descartes contestait à l'époque. Donc il y a une tension ici entre un physicalisme de principe et une forme de dualisme qui est difficile à assumer. Et dans le même temps, les ressources qui vont être mobilisées par les transhumanistes sont des ressources qui sont essentiellement communicationnelles et économiques. Et à mon avis, elles sont là pour pallier aux défauts épistémologiques, métaphysiques du projet. C'est-à-dire qu'il faut faire de la promesse, il faut faire du bruit, il faut qu'on en parle beaucoup, il faut qu'on en voit beaucoup. Et on va jouer sur tous les éléments de représentation, qu'ils soient fictionnels, narratifs, de notre pop culture préférée. Donc c'est toutes les séries télé, tous les films de super-héros, de mutants et de mutations. Mais c'est aussi l'industrie culturelle de transmission ou de médiation scientifique. J'ai parlé des TEDx tout à l'heure. Et dans lesquels on va trouver la big science qui va être appliquée. Alors la big science, pour mémoire, c'est le fait qu'on a une confluence du financement à la fois par les organismes d'État et des organismes privés pour faire de la recherche. Ici, vous avez un exemple, c'est le concours de robotique de la DARPA, donc la direction des affaires des armées et de la recherche aux États-Unis. Et donc ils tiennent un concours tous les ans de robots sauveteurs.
et qui est financé à la fois par l'industrie et par l'État américain, par l'État fédéral américain. Et ici, remarquez comment c'est fait, c'est-à-dire que le robot, on lui a fait une bonne tête de bon nounours, hein, parce que c'est sûr qu'il sera beaucoup plus efficace comme ça sur le champ de bataille. Vous pouvez aller voir, il y a des vidéos très amusantes sur YouTube sur ces concours où on voit qu'on est loin encore des robots humanoïdes capables de faire tout comme nous. On pourra en reparler. Ou encore, donc les TEDx, dont j'ai donné un exemple ici, la Can we stop aging? Est-ce qu'on peut s'arrêter de vieillir? Arrêter le vieillissement. Et donc tout cela fait signe bien la même chose, c'est-à-dire un grand marché des nouvelles technologies, hein, les GAFAM, les startups de la biotech, qui sont non seulement pourvoyeurs de cet imaginaire révolutionnaire. Pensez à Elon Musk et à son projet Neuralink, par exemple, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, hein, l'idée qu'on va vous mettre une puce dans le cerveau qui va vous permettre de faire un lien directement entre votre cortex frontal et Internet. Vous n'aurez plus besoin de taper sur votre ordinateur, vous n'aurez plus besoin d'utiliser votre écran de smartphone. Vous pourrez, à volonté, directement depuis la puissance de votre volonté, accéder à Internet ou à ce que vous voulez. Parce qu'après tout, ça peut être un disque dur que vous avez dans la poche arrière de votre téléphone, de votre pantalon, ou un disque dur qui vous a été implanté sous les ongles, pour prendre des exemples classiques de science-fiction. D'ailleurs, de ce point de vue-là, il y a un vrai problème, puisque Elon Musk, pour le projet Neuralink, a publié très récemment un article. Alors, je ne sais plus si c'est dans Science ou dans Nature, j'ai oublié de le vérifier, mais il le publie comme premier auteur, tout en sachant parfaitement que Elon Musk n'a pas les capacités d'écrire cet article. Donc ça veut dire que là, on observe une complicité, à mon sens, coupable, et vraiment problématique, de la part de cette grande revue, d'accepter de publier un papier comme ça, en sachant pertinemment qu'il n'est pas le premier auteur, mais en le mettant quand même en premier auteur. Sauf que, pour cette grande revue, l'enjeu, c'est de faire parler d'elle. C'est que derrière, elle a des press releases qui vont être prises dans tous les grands titres internationaux, et que on ne va pas se mettre à dos Elon Musk. Parce qu'il finance des projets de recherche. Donc il y a quelque chose qui est en train de se passer ici, et qui ne se passe pas du tout du point de vue des principes du transhumanisme même, mais qui se place plutôt du point de vue de ces questions-là. Le marché des nouvelles technologies et la mainmise qu'ils ont, ou qu'ils souhaitent avoir, ou qu'ils souhaitent développer sur nos cadres de vie. Et donc, je ne pense pas qu'on ait besoin d'avoir peur ou d'être contre le transhumanisme en tant que tel. Ce qui est problématique, c'est plutôt l'aspect communicationnel et l'enjeu autour de ces grandes multinationales qui, de fait, vont gérer l'essentiel de notre vie quotidienne, quand ce n'est pas déjà le cas. Alors, dernier point, je suis désolé, je dépasse un peu, je me dis s'il faut que je m'arrête. J'ai souligné le lien qu'il y avait entre transhumanisme et médecine, et aujourd'hui, pour tous ceux d'entre vous, toutes celles d'entre vous qui travaillent dans le domaine médical ou dans le domaine de la santé, vous avez dû être sensible au développement de différentes directions. La santé personnalisée, la santé à distance, la télémédecine, la santé assistée par ordinateur ou par IA ou par robot. Donc la téléchirurgie, la chirurgie robotisée, etc. Un des domaines dans lequel c'est le plus visible, c'est la question de la prosthétique, notamment de la neuroprosthétique, c'est-à-dire le fait que pour quelqu'un qui est amputé, retrouver une fonctionnalité psychomotrice, ça va passer par l'acquisition d'une prothèse, et les prothèses à l'ancienne, si on remonte jusqu'aux mains en bois du Moyen-Âge ou Capitaine Crochet, ne donnent pas une fonctionnalité parfaite. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On essaye d'obtenir des prothèses qui vont être directement branchées sur votre système nerveux périphérique, de manière à regagner non seulement des capacités de mouvement, mais aussi parfois une sensibilité, c'est-à-dire un feedback depuis la surface de la prothèse. Cette technologie, de toute évidence, constitue un progrès. Il récupère une perception qu'il avait perdue depuis qu'il a perdu sa main.
De la même manière, un patient qu'on va équiper d'un exosquelette va récupérer en fonctionnalité psychomotrice, peut espérer récupérer aussi des aspects de sa vie sociale qui peut avoir été impacté ou affecté par sa maladie. Bref, on comprend, on conçoit le progrès du point de vue du patient. Pour autant, si on se place dans la perspective de l'industrie, à la fois de la pharmacie ou des biotech médicales, qu'est-ce qu'on remarque? C'est qu'à chaque fois qu'on a un progrès de traitement thérapeutique, et notamment qu'il engage de la prosthétique ou de la neuroprosthétique, le marché qui est susceptible d'apporter la rentabilité ne se situe pas dans le domaine thérapeutique. Je vais prendre un exemple qui est l'exemple le plus simple possible. Quelle est la prothèse la plus vendue dans le monde? Les seins, non? Ouais, les prothèses mammaires. Tout le monde voit bien que la prothèse mammaire qui a été mise au point pour assurer la chirurgie reconstructrice post-mastectomie, c'est pas là le marché essentiel. Ce qui rend rentable ces prothèses-là, c'est le fait qu'il y a un marché de la cosmétique. Ce qui rendra rentable ce genre de prothèses neuroprosthétiques ou d'exosquelettes, c'est pas le fait qu'on a une proportion relativement réduite de la population qui est affectée par une amputation ou par une paraplégie, une hémiplégie ou autre. Mais c'est les applications qu'on va pouvoir envisager externes au domaine thérapeutique. Mais comprenez-moi bien, ça ne veut pas dire que... ce que ça implique, c'est que la rentabilité et donc l'accessibilité aux soins ne sera possible qu'à condition qu'on ait un marché externe. Il y a quelque chose d'absolument crucial à comprendre ici, c'est que le diable se niche dans les détails, plus souvent. Hein. Il n'y a pas une façon simple de prendre le problème. Il ne faut pas dire simplement, bon, il ne suffit de pas le faire. Ben non, parce que c'est quand même rentable. Donc, il y a ici quelque chose à prendre en considération qui est comment on transite en fait de une promesse thérapeutique vers une promesse sociale, puisque c'est bien toute notre vie sociale qui est bouleversée par l'introduction de ces technologies. On le voit déjà maintenant hein, avec nos terminaux d'ordinateurs, de téléphonie, de ce que vous voulez, de GPS dans les poches. Ça modifie nos vies sociales, ça modifie nos interactions. Ça modifie sans doute notre vie politique. L'importance qu'ont les réseaux sociaux aujourd'hui sur la circulation d'informations politiques ou de la désinformation politique, c'est quelque chose qui est quand même bien documenté maintenant. Si demain cette circulation d'informations se fait sans passer par un médium externe, mais un médium incorporé, type Neuralink ou autre, on peut imaginer qu'il y aura un effet sans doute exponentiel des conséquences sur notre organisation sociale, politique, etc. Donc, moi, ce que je voudrais voir, c'est ce à quoi je tends, ou ce que je cherche à faire, c'est-à-dire, ok, la radicalité du projet, bon, c'est seulement de l'hyperbole, c'est seulement de l'hyperbole futuriste, mais la vraie difficulté pour le transhumanisme, c'est la faiblesse épistémologique, scientifique et métaphysique de ces promesses. C'est-à-dire qu'au fond, aujourd'hui, la plupart de ce qu'ils promettent pouvoir faire, ils ne peuvent pas le faire. Et ils n'ont même pas l'idée de la manière dont ils vont pouvoir effectivement le faire. C'est-à-dire que même si on a des neuroprothèses qui fonctionnent bien, elles fonctionnent bien dans une certaine mesure. Et elles ne sont sans doute pas suffisamment fiables et encore trop coûteuses, du point de vue du développement, pour qu'on puisse les généraliser à l'industrie, à l'armée, ça c'est un premier point. Deuxième point, même les promesses qui sont faites du point de vue biotechnologique, c'est-à-dire la modification directe de notre génome. Et là, on peut sans doute avoir peur, parce que le développement des technologies type CRISPR-Cas9, etc., constitue effectivement la capacité de modifier dans le détail des propriétés du phénotype, nos caractéristiques externes, en introduisant directement des nouvelles parties de code dans notre génome. Ça, on peut le faire dans une certaine mesure, mais ce qui est intéressant, c'est que peu d'entre nous souhaitent le faire. Les seuls à souhaiter le faire, c'est qui?
Non, bah, je dis parmi nous. Alors, Monsanto, il est chef, enfin, c'est une entreprise. Donc, Ils ont David Liu avec eux quand même. ouais, mais on va commencer d'abord par dire sur le public parmi nous, qui voudrait le faire? Et pourquoi faire? Et dans quel cas? Traiter une maladie génétique. Vous avez un projet d'enfant, vous savez que vous êtes porteur d'une maladie Pas monogénique. forcément, c'est un choix aussi. Oui, mais sauf que si on regarde statistiquement en tout cas ce qui s'est passé depuis qu'on a des diagnostics préimplantatoires, de fait, la mise au point des diagnostics préimplantatoires ont eu pour effet de limiter le développement des maladies monogéniques. C'est une forme, peut-être d'eugénisme, en tout cas c'est une forme de tri biologique qui est fait, mais sans qu'on ait une politique concertée en amont, qui fait la différence avec une politique eugénique. Mais dans ce cadre-là, ici, on est peu nombreux à vouloir y accéder. Du coup, ça reste coûteux. Le seul moyen pour le rendre moins coûteux et donc accessible à ceux qui en ont éventuellement besoin, et encore une fois, cette question du besoin est à réfléchir collectivement, c'est de le rendre utile sous une autre forme, et c'est là où effectivement des grandes entreprises, alors de semenciers type Monsanto ou de biotech, vont rentrer dans le jeu parce que eux, ils vont trouver des applications qui vont être sonnantes et trébuchantes, qui vont être rentables et qui vont permettre de rendre accessible la technologie. Donc on a vraiment besoin ici de réfléchir sur les conditions dans lesquelles on peut généraliser ou non l'application de ces outils, non pas simplement du point de vue de leur utilité immédiate, mais du point de vue des enjeux qu'ils ont dans leur déploiement plus généralisé. Et en fait, on a besoin de penser à une échelle différente de ce à quoi on a été habitué jusque-là, quand on pensait aux technosciences. Voilà, je vous remercie, je vais m'arrêter là et j'attends vos questions. Retrouvez et suivez le C2D sur son site internet et les réseaux sociaux.